les amis, c'est Estelle et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite liste des livres que j'attends le plus pour 2024. J'avais fait cette vidéo là en mars cette année et je vais pas vous lister tous les livres que j'avais dit et que je n'ai pas lus. J'ai une liste de 14 livres. Je m'en si je les lis pas tous, je vais être tellement deg. On a là-dedans des autoristes que je connais déjà et qui du coup vont faire un deuxième livre. On a des nouvelles personnes que je ne connais absolument pas et on a des basiques. Je n'ai que des autoristes anglophones là-dedans. Donc bien évidemment on compte le livre de Alice, on compte le livre de Clara, on compte le livre de Margot. On a de la romance, on a de la fantasy, on a du paranormal, on a du contemporain. C'est parti. Nous allons donc partir du 23 janvier. Et le 23 janvier les amis sort le nouveau roman de mon duo qui m'a époustouflé cette année, The Breakup Tour. Ce sont les autoristes de The Roughest Draft qui est l'un de mes livres préférés de cette année. Ça part sur un truc complètement différent puisque là on est sur une ambiance de Taylor Swift avec une tournée en suite de Riley qui est une superstar et qui a récemment sorti un album qui a super bien cartonné avec notamment des chansons sur sa séparation avec son mec. Sauf que ça ne plaît pas trop à son ex-fiancé parce que il proclame que les chansons sont à propos de lui et que c'est pas très gentil. Hashtag Taylor Swift. Riley est un petit peu saoulé parce qu'en fait c'est faux. Ce n'est pas lui l'inspiration mais son premier amour Max qui était un mec qu'elle a rencontré quand elle était en vacances alors qu'elle était encore à l'université. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas parlé mais elle rappelle Max et elle lui demande d'avouer que c'est bien lui le mec en question dans les chansons histoire que son husband lui lâche la grappe. Je suppose que Max va le faire et je suppose par la même occasion qu'ils vont se retrouver une petite flamme. Vous l'avez bien compris, on parle sur un livre qui est inspiré de Taylor Swift. J'adore Taylor, j'adore les chansons et je sais surtout que ces deux-là ont une plume absolument phénoménale et surtout qu'ils ont tendance à écrire des romans hyper matures et hyper profonds. Donc je ne sais pas si celui-là va tourner dans la même DA, je ne sais pas si ça va être plus léger, plus rom-com ou si ça va être plus adulte comme The Roughest Draft. Je suis prête à découvrir tout ça. Le 6 février, mesdames et messieurs, sort Bride de Ali Hazelwood. Après avoir été dans les féministes pendant 2 bonnes années, Ali se tente à la fantasy avec cette histoire de vampire. Clairement je suis plutôt contente puisque le dernier tome Love Theoretically ça avait été une déception pour moi, donc j'ai très hâte de la découvrir dans un nouveau genre, surtout que là ça remet en scène les vampires et les loups-garous, donc je ne peux pas être mécontente. Ce sont mes créatures de la nuit préférées. On part sur une histoire de mariage arrangé entre un vampire, une fille qui va devoir se mêler avec l'alpha des loups-garous et passer un traité avec eux. Est-ce que ce truc va avoir des vibes de Twilight? Je ne sais absolument pas. La seule chose que je sais c'est que j'ai confiance en Ali pour nous faire un truc extrêmement explosif et très addictif. Après je pense qu'on va sûrement être surpris parce que comme c'est un nouveau genre il faut aussi s'attendre à une nouvelle plume, une nouvelle façon de faire les choses. Donc je ne vais pas lui mettre trop d'attente sur ce petit chou, je vais vraiment le laisser se dévoiler à moi. Et on est sur quelque chose qui est plus new adulte, c'est pas du young adulte, ça reste quand même dans la ligne édito des romances qu'elle a déjà publiées. Le 6 février il y a autre chose qui sort et là pour le coup les amis ça va plutôt être une expérience pour moi, All This Twisted Glory de Tahel Mafi qui est le tome 3 de sa nouvelle saga This Woven Kingdom. Je vous avais déjà fait un espèce de rant sur ce premier tome qui pour moi avait été complètement raté, j'avais rien compris, je trouvais que les personnages n'avaient aucun sens, qu'ils n'avaient aucune saveur, qu'il n'y avait rien. Mais à ce qui paraît, le tome 2 a quand même bien élevé dans l'estime des gens, surtout qu'il y a une espèce de nouveau love interest qui a été introduit, hashtag Warner, on sait très bien que Tahele, elle met pas le mec final dans le tome 1, et que du coup dans ce troisième tome, les gens ont mis partout, ok Team Cyrus, et moi je suis jalouse de cet entrain, je suis jalouse de cette fandom, je veux savoir, mais surtout que c'est Tahele, tu vois. Mine de rien, je ne l'abandonne pas, ok, elle reste quand même mon autrice préférée de tous les temps. C'est mon devoir de lire le tome 2 parce que je n'ai pas lu le tome 2, donc je vais lire rapidement le tome 2 histoire de me mettre à jour et de lire ce tome 3, la conclusion de cette saga, rien que pour la romance, rien que pour voir dévoiler ses skills de romance qu'elle manie si bien et de comprendre qu'est-ce que c'est que ce chip là. Cyrus est sur une fantasy young adulte et c'est à peu près tout ce que je peux vous raconter puisque je me rappelle pas vraiment du tome 1. Le premier tome a été notamment traduit par De Saxusos. Le 15 février les amis sort quelque chose. Quand j'ai préparé cette vidéo, ce livre il m'a un peu passé au-dessus de la tête. Puis après je me suis quand même dit ok Estelle, peut-être que tu passes à côté d'une pépite là, donc garde-le en tête. Il s'agit de An Education in Malice de J.T. Gibson, l'autoriste de A Dowry of Blood qui est une fantasy à deuxième personne avec le tu, donc qui était un retelling de Dracula, sauf qu'on était du point de vue de la femme de Dracula. Et c'est grâce à Amanda que j'ai lu puisque c'est un de ses livres préférés. Et là on part sur un autre retelling, le retelling de Carmilla.
Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. C'est du Dark Academia, c'est des histoires de vampires, c'est du FF. On part sur un Rivals to Lovers entre deux filles à l'université de Perpetua au Massachusetts. On a Laura et Carmilla et il y a des histoires de vampires. Je vais regarder, I want to know. On repart sur de la fantasy le 20 février puisqu'on a A Tempest of Tea de Hafsa Faizal que je n'ai pas trop vu ces derniers temps. La dernière chose que j'ai lu d'elle c'était... Ah, je me rappelle plus du nom, Une de mes duologies préférées de 2021. Et franchement, elle avait une plume plutôt sensationnelle et j'ai adoré la manière dont elle a décrit ses personnages. Il y avait une élégance folle dans ses descriptions et dans sa romance surtout. Et là, je crois qu'on part sur une histoire un petit peu différente de ce qu'elle a pu nous proposer jusqu'à maintenant. On suit l'histoire d'une orpheline qui se retrouve dans une espèce de quête de vengeance face à des vampires. Et à ce qui paraît, ça a des grosses vibes de Six of Crows. Il y a des vampires, des histoires de gang, des histoires de thé aussi, on sait pas trop d'où ça va sortir. Et à ce qui paraît, c'est un petit peu sexy. On part peut-être du côté un peu romantasy. J'adore cette autrice et franchement, de mélanger un petit peu tous ces thèmes-là, moi ça me parle. Là les amis, on arrive sur une autrice que je ne connaissais pas du tout, mais je suis tombée là-dessus et je ne crois pas au hasard. Et comme ce truc a l'air d'être plutôt sympa, je vais vous en parler. Bloodguard de Ceci Robson. Je crois qu'elle a écrit déjà plein de sagas de romance paranormale cette meuf et là elle se lance dans de la fantasy. Un personnage principal qui est masculin les gars. Et ça fait mais des années que je crois que je n'ai plus lu de livre avec un personnage principal masculin, du moins pas des romances avec deux points de vue. Et on est sur un truc qui ressemble pas mal au livre de Jenna Moricci. Je sais pas si jamais vous étiez là en 2018 quand on suit l'histoire de Leif qui va se porter volontaire pour se battre dans les fameuses arènes de gladiateurs de son peuple afin de pouvoir récupérer un antidote pour sauver sa sœur extrêmement malade. Dans cette arène il va se faire abuser mentalement, physiquement, ça va être plutôt horrible. Il y a une aristocrate là, une royals qui va s'intéresser à lui, sauf que lui bah forcément il déteste la famille royale hein. Sauf qu'elle va se retrouver être un plutôt grand allié pour lui afin qu'il réussisse et qu'il sauve sa sœur. Donc on part sur une histoire de gladiateur les gars, ça date. Et j'aime bien moi ce côté un peu enemies to lovers qui va se mettre en place avec cette fameuse Maeve. Tu gagnes cette compétition de gladiateur, tu remportes le nom de Bloodguard. On attaque les romances les amis avec le 19 mars. On a une autrice que je ne connais absolument pas, mais ce livre me hype de ouf. Il s'agit de Flirty Little Secret de Jessica Lipp. On suit l'histoire de Lucy qui est une school counselor, donc elle est psychologue dans une école et elle a un compte Instagram sur lequel elle partage plein de choses, sauf qu'elle est incognito sur ce compte Instagram. De l'autre côté on a Aldrich qui est le prof d'histoire qui lui ça va pas très bien dans sa vie, notamment il vient de se séparer avec sa meuf. Du coup grâce au compte de Lucy il arrive un petit peu à s'en sortir, sauf que il se rend compte qu'en fait c'est Lucy la meuf et ça le choque puisque dans la vraie vie elle est très renfermée, très timide et voilà elle s'exprime pas trop et sur ce compte Instagram elle révèle vraiment toute sa personnalité. Tous les deux vont se rapprocher, le truc c'est que Aldrich il sait que c'est elle et Lucy elle ne sait pas. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans cette histoire. Premièrement, vous l'avez deviné, cette double identité avec le compte Insta un petit peu secret et une personne qui découvre que c'est elle qui a ce compte Insta, ça me parle, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, ça me parle aussi personnellement puisque c'est un petit peu quelque chose que j'ai vécu. On a aussi la représentation de neurodiversité là-dedans puisque Lucy elle est TDAH, donc ça me tente aussi de fou. On a pas mal de discussions autour de la dépression, de la santé mentale. Il ne reste plus qu'à le découvrir et les reviews pour le moment sont hyper chouettes. On est à une moyenne de 4,5 sur 5 en termes de notes sur Goodreads. Le 2 avril sort Just for the Summer de Abby Jimenez. Abby je l'ai un peu abandonné. J'ai raté le train, tout le monde a dit que Part of Your World était incroyable et moi j'ai complètement raté le train. Donc je veux reprendre le train avec ce livre d'été. Ensuite l'histoire de Justin qui pense qu'il est atteint d'une malédiction puisque il est toujours le mec avant que la personne rencontre son soulmate. Toutes les meufs qu'il a datées, la personne d'après, elle s'est vraiment installée avec cette personne, ils se sont mariés, etc. Petit twist, il rencontre une meuf qui a l'air d'avoir exactement la même malédiction que lui. Donc ils vont faire un plan tous les deux, ils vont se mettre ensemble puis se séparer. Comme ça va casser en fait la malédiction l'un de l'autre puisque techniquement elle est censée trouver son one true love après lui puisque il a la malédiction et lui est censé trouver son one true love après elle. Sauf que bien évidemment je crois que ce sont tous les deux qui vont bien se trouver et j'ai hâte de voir comment tout ça va se mettre en place. Je trouve cette histoire de malédiction hyper rigolote. Il y a le mood de l'été et je crois aussi qu'il y a beaucoup plus d'histoires familiales qui vont par la suite se mettre en place. Là les amis je suis sérieuse avec vous, je suis très sérieuse avec vous. Le 2 avril, Here We Go Again de Alison Cochrane, l'autrice qui a écrit The Charm of
Expensive, qui est mon livre préféré de l'année dernière, et je n'ai pas lu ses autres livres qu'elle a publiés entre temps et je m'en veux énormément, mais elle sort celui-là en 2024, c'est une romance FF et laissez-moi vous dire que je vais lui sauter dessus. On va suivre l'histoire de deux meilleures amies qui ont vraiment grandi ensemble, sauf qu'elles ont arrêté de se parler après l'université et elles se retrouvent 10 ans plus tard alors qu'une de leurs anciennes profs a besoin de faire un espèce de road trip à travers l'Amérique et elles vont se retrouver à l'accompagner et à renouer contact après tant d'années. Et elles vont notamment se rendre compte que tous leurs rêves d'adolescente, toutes leurs expectations par rapport à leur vie, leur métier, à 30 ans elles n'ont pas du tout ce qu'elles pensaient avoir, et je suppose que tout ça va leur faire réfléchir à la vie, à leur notion de ce que c'est que l'amour, que d'être adulte et tout ça, et qu'entre toutes les deux une petite flamme va sûrement renaître. Donc clairement on va être sur un bail de road trip où on va faire le tour de l'Amérique, on va aussi être sur une histoire qui va être mature et adulte puisqu'on va traiter de deux meufs qui ont 30 ans, et ça va être aussi je pense pas mal touchant par rapport à ce fameux prof qui est malade et qui ne va pas tarder à mourir. Alison, j'ai extrêmement confiance en toi, ne me déçois pas. Le 2 avril les amis sort aussi un tome de compagnon, A Witch Guide to Magical Innkeeping de Sanggu Mandana. Sanggu a écrit l'année dernière The Very Secret Society of Secret Witches ou quelque chose comme ça, qui était une espèce de petite romance paranormale toute cosy qui m'avait surprise puisque je l'avais adorée alors qu'en soi je me serais jamais tournée vers elle. On était dans un contexte de sorcière avec une école de sorcières. Le premier livre était d'une douceur les amis, mais aussi d'une maturité. Dans ce tome 2 là, je ne sais plus du tout de quoi on parle, mais j'espère que je vais retrouver cette ambiance tellement réconfortante et tellement cosy. On va suivre l'histoire de Sarah qui à l'époque était la sorcière la plus puissante de toute l'Angleterre, sauf que elle a perdu ses pouvoirs. Du coup elle se retrouve à travailler dans un espèce de bed and breakfast, donc clairement pas la vie qu'elle s'était imaginée, sauf que elle a trouvé une piste sur comment retrouver ses pouvoirs. Et pour ça il faut qu'elle entre en contact avec Luke qui est un historien un petit peu froid, un petit peu reclus. On a une sorcière désespérée, un historien plutôt froid, des histoires de grimoire, un petit gîte. On a là la parfaite recette pour un livre que je vais lire sûrement en automne. Je crois que je me mets des attentes plutôt grandes par rapport à celui-là vu la surprise qu'avait été le premier tome. Ce sont des compagnons, vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1 pour lire celui-là. Le 23 avril les amis sort le nouveau roman de Emily Henry, Funny Story. Je vous avoue que jusqu'à l'année dernière je m'en foutais un peu de Emily Henry, j'avais jamais vraiment accroché à sa plume, sauf que Happy Place, ça a été une énorme surprise, un énorme coup de cœur pour moi. Du coup maintenant je vais un petit peu plus me renseigner sur ce qu'elle fait. Le blurb c'est A shimmering, joyful new novel about a pair of opposites with the wrong thing in common. C'est l'histoire de Daphne et Peter qui sont ensemble depuis un long moment, sauf que Peter va finir par se rendre compte que depuis tout ce temps il était amoureux de sa meilleure amie d'enfance. Daphne va donc se retrouver à devoir faire une coloc avec l'ex de cette fameuse meuf Petra, que du coup a lui aussi été complètement abandonné sur le bout du chemin, et je pense que tous les deux vont pas mal bound sur le fait que ils se sont fait complètement voler leur mec et leur meuf, voilà, après des années de relation. Ça suffit comme pitch, je pense que ça risque d'être extrêmement touchant, un petit peu déchirant aussi, mais Emily elle sait faire les histoires avec une bonne dose de leçons de vie et une bonne dose de poésie. Funny Story, je pense que tu vas être plus sad que funny. Le 21 mai, mesdames et messieurs, sort le nouveau roman de Christine Riccio, Attached at the Hip. Christine c'est ma maman, si je suis sur Booktube aujourd'hui c'est grâce à elle, elle m'a tout appris. J'ai pas été hyper à fond dans ces deux premiers romans, mais celui-là promet d'être assez différent puisqu'on part sur une rom-com, chose qui pour le moment elle avait pas vraiment fait, qui s'inspire de la saga Survivor, un espèce de Koh-Lanta mais version américaine, qui est notamment l'émission préférée de Christine. Donc je trouve ça super drôle qu'elle ait fait une rom-com là-dessus. On va suivre l'histoire de Ori qui n'a plus rien de vraiment excitant dans sa vie. Elle a son métier, elle a son mec, elle a son boulot. Alors sur un coup de tête elle va s'inscrire à cette fameuse émission de télé-réalité, The Bachelor, Koh-Lanta, un peu Survivor, et elle est prise. Seule opportunité pour elle de se séparer avec son mec et de partir sur cette île, sauf que surprise surprise, elle se retrouve à être associée avec son ex de quand elle était au lycée qui s'appelle Remy. On va dire que les choses n'étaient pas vraiment super belles quand ils se sont séparés, du coup ils vont être en mode enemies to lovers au tout début, sauf que ils sont littéralement dans la même équipe, donc ils vont aussi devoir collaborer ensemble pour survivre et pour remporter cette putain d'émission, et je pense que ça va être extrêmement drôle. Après elle a tendance aussi à nous faire des histoires qui sont remplies d'émotions, donc je sais pas trop si jamais celui-là va rester dans sa DA ou si elle va vraiment faire rom-com. Bref, c'est Christine, je l'aime énormément, je veux la soutenir, donc je vais lire celui-là.
celui-là. Oh my god les gars, j'ai oublié le livre qui littéralement a inspiré cette vidéo. Il s'agit de Daydream de Hannah Grace qui sort le 2 juin. C'est le tome 3 des romances compagnons Maple Hills qu'on connaît tous très bien avec le premier tome Icebreaker. J'ai tenté de lire le tome 2, j'ai pas vraiment réussi. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce tome 3? Parce qu'il va être soumis à mon analyse extrêmement minutieuse. Je sais pas si vous avez suivi toute l'histoire avec le personnage principal Henry de ce tome 3, qui est un personnage principal secondaire dans le tome 1, mais il est extrêmement codé autiste. Et l'autrice a confirmé qu'effectivement il y avait un petit peu de neurodiversité cachée là-dedans. J'avais pas du tout aimé le traitement de Henry dans Icebreaker. Et mon plus grand souhait, c'était qu'on ait un livre de son point de vue pour qu'on puisse un peu mieux comprendre tout ça. Et que peut-être ils prennent une espèce de revanche par rapport à ses potes qui, je trouve, le considèrent un petit peu comme un petit gosse de 12 ans et demi, quoi. J'espère que dans celui-là, il va les retourner et il va se faire respecter. On part sur une romance tuteur to lovers. Donc, je vous avoue que je me suis absolument pas renseignée pour quoi que ce soit de plus à propos du synopsis. Moi, je suis là pour la neurodiversité et je vais vous faire un rapport écrit en thèse, antithèse, synthèse. Surtout n'est pas la pression, mais j'arrive. Voilà. Le 11 juin va sortir The Rom-Comers de Catherine Center. Catherine, j'ai découvert cette année avec The Bodyguard, qui a été en même temps une super surprise puis une grosse déception, mais j'ai confiance en Catherine et je sais qu'elle peut faire mieux. Notamment, je vais regarder celui-là. Ensuite, l'histoire de Emma Wheeler qui écrit des scripts pour des comédies romantiques et elle va notamment se faire engager par son idole Charlie Yates. C'est le plus beau jour de sa vie, évidemment. Elle se sent extrêmement honorée et ils vont travailler ensemble pour faire justement la prochaine rom-com. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, elle va se rendre compte que ce gars-là qu'elle a idolâtré toutes ces années, en fait c'est pas un grand romantique, il croit pas énormément en l'amour et du coup ça la dégue un petit peu et elle va se mettre en tête de lui refaire croire en l'amour. À en croire les reviews Goodreads, c'est un livre qui est extrêmement drôle mais tout en étant aussi très touchant. Il y a des parties qui font mal et qui peuvent même faire pleurer, donc hâte de voir ça. On a aussi un Grumpy Sunshine entre Charlie qui est le Grumpy et Emma qui va être la dose de Sunshine dans sa vie. Et on a d'ailleurs des petits passages où ils vont faire des recherches pour leur comédie romantique en faisant des petits dates ou même plus si affinité. Donc voilà, research gone wrong, j'aime beaucoup. S'il te plaît Catherine, ne nous fous pas une crise des 80% qui va venir tout péter, on a tous confiance en toi. Et là les amis, on arrive avec je pense un de mes livres que j'attends le plus pour 2024. Il s'agit aussi d'une rom-com, A Novel Love Story de Ashley Poston. Ashley Poston est ma nouvelle autrice préférée, j'ai lu The Dead Romantics qui m'a claqué par terre. Et là les gars, on va partir sur un espèce de Truman Show. On suit l'histoire de Aileen qui est prof de littérature et qui un jour se réveille et qui en fait a l'impression que le monde est un peu bizarre. Et en fait elle a raison parce qu'elle se réveille dans un univers de livres, dans une ville de livres. Elle est coincée dans un livre. On a Truman Show rencontre un jour sans fin les gars, puisque en fait elle se rend compte que ça n'évolue pas. Les gens ils font la même chose tout le temps et elle finit par capter que l'auteur ou l'autrice de ce fameux livre a arrêté de l'écrire. Et donc son but ça va être de retrouver l'auteur ou l'autrice pour qu'il continue à écrire le livre. C'est pas super intéressant comme genre d'histoire. Et le truc c'est qu'elle va notamment rencontrer un mec dans ce monde imaginaire. Elle capte que c'est un... il est faux quoi. C'est un personnage. Mais elle peut pas s'empêcher de quand même commencer à développer des petits sentiments pour lui. Et les gars, j'ai tellement hâte de voir comment elle réussit en fait à décrire le fait que tu es le personnage d'un livre, mais tu as conscience que tu es le personnage d'un livre. Ashley, tu es un génie. Waouh. Et nous allons finir cette vidéo les amis avec une rom-com young adulte. On a la suite de Better Than the Movies de Lynn Painter qui s'appelle Nothing Like the Movies. La littérature young adulte, je m'en suis un petit peu détachée cette année, mais Better Than the Movies m'a rappelé à quel point j'aimais ça et que quand c'était bien fait ça pouvait être tellement parlant puisque on a tous été des young adultes dans notre vie. Ce premier tome avait coché toutes les cases pour moi. On avait des personnages qui avaient 17 ans et ça se voyait, qui faisaient des erreurs, qui étaient un petit peu débiles mais qui en même temps expérimentaient la vie quoi. Ils apprenaient des choses sur l'amitié, sur l'amour, sur eux-mêmes. Et franchement, je me doutais pas qu'il y aurait un tome 2. On va continuer à suivre l'histoire de Liz et Wes alors qu'ils sont à l'université. Donc c'est l'année d'après Better Than the Movies et je me suis un petit peu effrayée parce que quand on reprend des petits bouts comme ça là, qui étaient bien en couple, bien tout mignons et qu'on les change de contexte et tout, ça se trouve ça va être horrible, ils vont se séparer, enfin bon, je ne l'espère pas quand même. Sometimes life goes off the rail and nothing is like the movies. Je vous avoue, j'espère qu'elle va pas tout casser. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que j'ai pas parlé de tas de big elephants in the room,
Mais parce que je vais pas perdre mon temps entre guillemets à vous parler des nouvelles sorties de Sarah J Maas par exemple, que je ne vais sûrement pas lire. Je pense que vous savez tous quand ces livres là sortent, je me suis vraiment concentrée sur des livres qui moi me hype personnellement et que je pense que je vais lire. Je sais aussi qu'il y a celui de Lee Bardugo, mais je sais pas encore si je vais vraiment le lire ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a des livres que peut-être j'aurais pas cités, qui vous pensez sont dans ma cave et qui pourraient me plaire. Et aussi dites-moi quel est vous, votre livre que vous attendez le plus pour 2024. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.